Ce n'est pas peu dire que le roman est une alchimie, c'est-à-dire le mélange dans des proportions savantes de 4 éléments quasi magiques, le feu, la terre, l'eau et l'aérien. Le feu, c'est le message du roman, qui réchauffe, qui enflamme ou qui attise. La terre, c'est le milieu, le terreau dans lequel l'intrigue prend ses racines. L'eau, c'est le style, les mots qui s'écoulent. Et enfin l'air, c'est la fiction, c'est l'imaginaire qui nous emporte plus haut. Alors de quoi est faite une bonne histoire? Existe-t-il des recettes derrière le coup de main de l'écrivain? Des ingrédients secrets, des formules ancestrales? C'est ce que je vous propose de découvrir grâce à l'alchimie du roman. Aujourd'hui, épisode numéro 1, 22-11-63, un roman de Stephen King. Avant toute chose, il convient de savoir de quoi on parle. Alors voici l'accroche du roman en 1 minute chrono. Jake Epping est professeur, il est américain, sans histoire, la quarantaine. Son vieil ami Al Templeton tombe mystérieusement malade et lui dévoile l'existence d'une porte magique au fond d'une caravane miteuse. Cette porte ouvre sur une sorte de trou temporel à l'image du terrier d'Alice et qui conduit directement de l'année 2011 à l'année 1958. Le vieux Templeton a usé et abusé du tunnel, mais il n'a pas atteint l'objectif quasi mystique qu'il s'était fixé, sauver l'humanité, comprenez, empêcher l'assassinat de Kennedy à Dallas le 22 novembre 1963, d'où le titre du livre. Alors Templeton, à l'article de la mort, passe le relais au personnage principal du roman, Jake Epping, qui va emprunter le fameux passage et tenter de mener à bien la fameuse mission. Va-t-il empêcher l'assassinat qui a traumatisé l'Amérique? Et va-t-il au passage découvrir la vérité derrière la foultitude des théories du complot qui entourent l'événement? Et puis accessoirement, comment va-t-il jongler avec les classiques paradoxes liés au voyage temporel? Stephen King est le maître international du suspense et ça faisait très longtemps que je n'avais rien lu de lui. Je me plonge donc dans ce pavé de 940 pages avec gourmandise, mais aussi avec la ferme intention d'en apprendre le plus possible sur les recettes alchimiques du grand maître de l'intrigue. Après quelques heures de lecture, nous voici 940 pages plus loin et l'alchimie de Stephen King a bien fonctionné. D'accord, sa recette est classique, mais ça ne l'empêche pas d'être bien agréable. La force de Stephen King, tout le monde le sait, ne réside ni dans les messages qu'il diffuse, ni dans son style, ni dans le milieu qu'il décrit. Non, parmi les 4 éléments, Stephen King est bien sûr le grand maître de l'air, c'est-à-dire de la fiction. Et plus précisément, entre les personnages et l'intrigue, qui sont les 2 mamelles de la fiction, Stephen King est incontestablement le roi de l'intrigue. Aujourd'hui donc, nous parlerons de l'alchimie particulière de l'élément aérien, et nous chercherons dans ce 22-11-63 que je viens de lire, les quelques secrets d'un grand maître. On dit que Stephen King est le roi du suspense. En français, je préfère le mot d'impatience. Parce que dans le fond, que ce soit Stephen King dans les pages de son 22-11-63 ou l'oncle Fernand à la fin d'un banquet de famille, le secret du grand raconteur d'histoire, c'est de créer l'impatience parmi son auditoire. Appelez ça autrement si vous voulez, c'est le besoin qu'on a de tourner encore une page avant de s'endormir ou d'écouter l'oncle Fernand 1 minute de plus avant de reprendre la route. Le tout est de savoir comment Stephen King réussit ce prodige sur pas moins de 940 pages. Alors d'abord, l'impatience commence dès la librairie. Devant la première et la 4e de couverture, c'est ce qu'on appelle la promesse. Ici, Stephen King nous fait une double promesse. 1. L'assassinat de JFK, et 2. Le voyage dans le temps. Et le propre d'une bonne promesse, c'est donc bien de générer l'impatience, autrement dit de démarrer l'imagination du lecteur avant même la première page. L'assassinat de JFK, c'est la théorie du complot, le mystérieux deuxième tireur, la mafia, la CIA, etc. Le voyage dans le temps, ce sont tous les paradoxes du genre « et si je tuais mon père avant ma naissance ?» ou alors c'est le fameux effet papillon, ou encore c'est le rêve qu'on a tous de pouvoir réparer le passé. 2 sujets donc très riches en imaginaire, et dès la librairie, pour le futur lecteur de 22-11-63, c'est du pur auto-allumage. Et l'effet est d'autant meilleur que la promesse est simple et qu'elle se conçoit clairement, en une phrase par exemple, « De retour en 63, sauriez-vous empêcher l'assassinat de JFK ?» Promesse parfaite, donc pour l'instant, 20 sur 20 pour Stephen King. Bon, la promesse ça fait un premier ingrédient, mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Alors, après la promesse, on commence à lire le roman. Et on espère que l'auteur a apporté du grain à moudre. De ce côté-là, on peut faire confiance à Stephen King, sa deuxième arme est le mystère. Le mystère, c'est une série de faits impossibles. C'est comme une énigme ou une devinette. Si elle est bien imaginée, à peine on l'a entendu qu'on ne supporte plus de ne pas connaître la solution. J.J. Abrams, le scénariste à la mode d'Hollywood, appelle ça la mystery box, la boîte à mystère. Et comme il dit, tant que le lecteur a dans les mains une boîte à mystère, il ne lâchera pas votre histoire. Première boîte à mystère, dès les premières pages du roman, dans son resto, Al Templeton sert une viande excellente à très bon marché. Personne ne comprend dans la région d'où lui vient cette marchandise, c'est comme la multiplication des pains. C'est un petit mystère, il faut commencer modestement.
Un peu plus tard, sans vous raconter toute l'histoire, deuxième mystère, le vieux Templeton est frappé d'un cancer du jour au lendemain et qui lui fait perdre 20 kilos en une seule journée. Ça devient franchement bizarre, c'est une sorte de bras de fer d'intelligence entre l'auteur et le lecteur, et plus la solution de l'énigme est inattendue, plus le lecteur est content et plus il s'attend à une surprise encore plus grande au mystère suivant. Et les mystères s'enchaînent ainsi, le principe étant de ne jamais laisser le lecteur les mains vides. De chaque boîte à mystères que Stephen King finit par ouvrir ressort un nouveau mystère plus grand que le précédent. Autant dire que bien réussi, c'est une technique qui s'auto-alimente, tout repose sur les bonnes idées et il va de soi que Stephen King n'en manque pas. En fin de course, on aboutit à la plus grande boîte, au plus grand mystère, la fameuse porte temporelle. Super, mais comme on dit, les meilleures choses ont une fin. N'importe quel outil, si excellent soit-il, s'use à mesure que l'on s'en sert, et c'est vers la page 120 que Stephen King décide sagement de passer à autre chose. Il reste encore 820 pages, voyons ce qui peut alimenter notre impatience. Aux deux premières recettes, nous allons en ajouter une troisième que l'on appellera fort finement la règle des deux obs, apprécier les finesses de la mnémotechnie. Les deux obs, qu'est-ce que c'est? Un premier ob pour objectif, un second pour obstacle. Objectif, obstacle, voyons comment ça marche. Tant que Jake Epping ne connaît pas le voyage dans le temps, on ne sait pas du tout où il va, et lui non plus d'ailleurs. Mais ce n'est pas gênant parce qu'on le suit de mystère en mystère. Le problème, c'est que la marche à l'aveuglette finit toujours par lasser. Alors quand Jake Epping traverse le tunnel temporel pour la première fois, Stephen King lui donne un objectif, il faut sauver le président Kennedy. À partir de là, tout va mieux. Car comme le lecteur sait où l'on va, il recommence à anticiper. C'est une nouvelle promesse, c'est une nouvelle impatience parce que secrètement, on sait bien que le chemin que Stephen King choisira pour atteindre l'objectif sera original et surprenant. Et c'est le bras de fer intellectuel qui recommence. Mais 820 pages, c'est long. Alors au fur et à mesure, Stephen King va introduire des obstacles sur le chemin de Jake Epping. Des obstacles, c'est le deuxième ob de la règle des deux obs. Chaque obstacle plus grand que le précédent, un peu comme les boîtes à mystères. Et au final, raconter une histoire revient à accumuler les obstacles sur le chemin de l'objectif. Des obstacles surprenants et des moyens de les franchir à l'avenant. Mais bon, 820 pages c'est vraiment très long. Alors il en faut encore plus. Il faut plusieurs objectifs. Et Stephen King va proposer une chaîne d'objectifs intermédiaires, en gros un toutes les 150 pages, chacun plus ambitieux que le précédent, vous voyez le topo. Et ainsi, quand Jake Epping débarque en 1958, il doit d'abord empêcher un père de massacrer ses 3 enfants. C'est le premier objectif, parce que le cadet de ses enfants est un pauvre bonhomme à qui Jake s'est attaché dans le présent en 2011. Et puis une fois que c'est réglé, il doit aussi sauver une jeune fille d'un accident de chasse, la fille étant une bonne amie de Al Templeton, je simplifie. Donc un objectif toutes les 150 pages, avec bien sûr les obstacles qui vont bien pour entretenir la fameuse impatience. Et aussi les enjeux, car si l'on reste scotché au roman, c'est parce que Stephen King a pris soin d'attacher à chaque objectif un enjeu important pour son personnage principal. Jake Epping doit sauver les enfants pour sauver son ami au XXIe siècle. Il doit empêcher l'accident de chasse pour qu'une pauvre fille ne finisse pas dans une chaise roulante. D'ailleurs, si je peux me permettre une légère critique, on s'attache tellement à ces enjeux que la vie du président Kennedy commence à nous sembler moins critique. Et ces objectifs intermédiaires prennent une telle importance qu'on ne rencontre Lee Harvey Oswald, l'assassin de Kennedy, que vers la page 500. C'est un peu loin quand même si l'on se souvient que la promesse qui nous a fait acheter le livre était le fameux assassinat. Il n'empêche qu'on parcourt allègrement les 820 pages sans jamais perdre notre impatience, grâce aussi à une foule de petits mystères que Stephen King, en grand alchimiste, a pris soin de saupoudrer. Bon, les promesses, les mystères, les deux obs, c'est déjà pas mal. Mais pour Stephen King, ça n'est pas suffisant. Alors le maître de l'air a recours à un outil qu'on peut juger plus contestable, l'asticotage. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, il est plus célèbre en anglais où il se dit teasing. Personnellement, je préfère asticotage. Voici le problème tel qu'on peut le poser. Pour raconter son histoire, Stephen King enchaîne les chapitres. Des chapitres de 10 pages maximum, et il sait qu'un lecteur standard, quand il est fatigué, s'arrête de lire à la fin d'un chapitre. C'est donc à la fin de chaque chapitre qu'il doit relancer l'impatience pour donner l'envie de lire la suite. Il place donc en fin de chapitre toutes les annonces importantes, les nouveaux objectifs, les nouveaux obstacles, les nouveaux mystères. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il reste des trous, c'est-à-dire des chapitres sans fin particulièrement tonitruantes. C'est là que Stephen King sort de sa trousse un bon vieil outil qui a fait ses preuves, l'asticotage. Prenons un exemple. Au début du roman, Jake Epping discute avec son ami Al Templeton. La scène dure une dizaine de pages et il ne s'y passe pas grand-chose, une bête discussion dans un bar. Au bout de 10 pages, on commence à regarder sa montre, et paf, dernière phrase du chapitre, « Je me souviens de tout ça, je me souviens très bien ». Pourquoi le héros se souviendrait d'une discussion aussi banale? On se prend à relire le chapitre.
qu'est-ce qu'il y avait à comprendre et que je n'ai pas compris. Et c'est donc grâce à cette unique petite phrase que le lecteur n'a qu'une seule envie, lire la suite. C'est exactement la technique utilisée à la télé avant la coupure de pub, la petite phrase qui soit pose un petit mystère, soit annonce la suite. Et Stephen King abuse de la technique. En partant du bureau, une collègue de Jake Epping lui demande de passer la voir. Il décline et s'en va en pensant « Si j'avais su, j'aurais dû l'embrasser, la vie parfois prend des virages à 180 degrés. » Pourquoi pense-t-il cela? Quel virage à 180 degrés? Et l'asticotage continue au point qu'on finit par le remarquer, ce qui n'est jamais très bon. Au bout d'un chapitre un peu plat, Stephen King écrit encore « La déflagration se produisit 2 semaines plus tard. » Quelle déflagration? On n'en sait rien. Ce n'est pas très élégant, mais ça fonctionne, on continue à lire. Et voilà, alors Stephen King mérite bien la couronne de roi du suspense ou, selon le vocabulaire alchimique, de grand maître de l'air et de l'intrigue. En vérité, il utilise bien plus que les quelques astuces présentées ici, mais ça sera peut-être l'occasion de futures vidéos. Mais l'intrigue, même brillante, ne fait pas tout dans un roman, et avant de refermer le livre 22-11-63 de Stephen King, je vous propose d'en boucler le panorama alchimique. D'abord, l'air, ce n'est pas que l'intrigue, ce sont aussi les personnages. Sur ce point, disons que les personnages de 22-11-63 font le job, et disons que Stephen King brille davantage dans le domaine de la pure intrigue. Passons aux 3 autres éléments. L'eau, le style. Stephen King choisit la clarté avant tout, c'est un choix adapté quand le risque principal pour le lecteur est de ne pas comprendre l'intrigue. Du coup, la langue est simple et efficace. On ne lit pas Stephen King pour la beauté des mots. La terre, le milieu du roman. La couverture nous promettait l'assassinat de John Kennedy. En réalité, le roman tourne davantage autour de la vie personnelle de Jake Epping, qui est un personnage de fiction, et il n'explore pas du tout le champ des théories du complot autour de l'assassinat le plus célèbre de l'histoire américaine. On ne croise Lee Harvey Oswald qu'à la page 500, et en vérité, on ne s'intéresse pas beaucoup à lui. Le livre n'est donc porteur d'aucune théorie, on ne trouvera ni enquête, ni aucun élément nouveau sur l'affaire. En quelque sorte, Stephen King ne tient pas sa promesse de couverture, c'est embêtant, et ça peut décevoir les amateurs de la période. Enfin, le feu, le message. 22-11-63 n'est pas un livre à message, juste un petit côté nostalgique des années 50-60 sur le thème « Ah, comme c'était mieux avant ». Et puis, le message le plus important est peut-être philosophico-technique. Les histoires de voyage dans le temps posent souvent ce genre de cas d'école qui permet au lecteur de réfléchir un peu après avoir refermé le livre. Ah, si c'était possible, que ferais-je moi-même dans les mêmes circonstances? Et ainsi, en guise de message, Stephen King nous glisse un petit élément de réflexion à propos du passé qui bascule à l'occasion d'un événement, à propos du temps qui passe et qu'on ne peut pas rejouer. Mais bon, ça reste léger et Stephen King définitivement conservera son titre de maître de l'air. Et voilà, c'est fini pour Stephen King. Vous retrouverez les autres épisodes de l'Alchimie d'un roman sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez aussi retrouver mon actualité sur Facebook, sur la page Les romans de Jean-Philippe Depotte, ou sur mon blog, depotte.com/blog. Mais par-dessus tout, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez que j'en réalise encore beaucoup d'autres, merci de la faire connaître en la diffusant autour de vous. À bientôt.